Alors que le territoire français et sa population sont libérés progressivement à partir du mois de juin 1944, et alors que les manifestations de joie se multiplient à l'arrivée des libérateurs, le désir de vengeance et de régler leur compte à tous ceux qui ont profité d'une manière ou d'une autre de la présence allemande, qu'il s'agisse de collaborateurs supposés comme tels ou de profiteurs de guerre, ce désir s'exprime. C'est ce qu'on appelle l'épuration. Elle a touché tous les secteurs d'activité et toutes les couches de la société. On distingue deux périodes ou deux phases à l'épuration. Une épuration extrajudiciaire ou spontanée, qui se fait dans les heures ou les jours qui suivent la libération, le plus souvent par des groupes de résistants ou par des personnes qui s'en réclament, et une épuration judiciaire ou légale qui tâche de prendre rapidement le relais de l'épuration spontanée. Toutes les régions ont connu à différents degrés une épuration extrajudiciaire pendant l'occupation d'abord, pendant laquelle des collaborateurs étaient la cible d'actions de la résistance, et dans le feu de l'action de la libération, où des collaborateurs réels ou supposés sont livrés à la vindicte populaire ou séquestrés dans l'attente d'un jugement. Il est difficile d'évaluer le nombre de femmes tondues qui sont accusées d'avoir eu des relations amoureuses avec un Allemand, peut-être une vingtaine de milliers. Le fait d'être tondu est une peine infamante, qui désigne aussi celle dont il faut se méfier. Au total, on estime que cette épuration extrajudiciaire a donné lieu à moins de 10 000 exécutions sommaires, ce qui est un chiffre relativement modéré au regard de ce qui s'est passé dans d'autres pays et au regard des chiffres avancés dans les années qui ont suivi la guerre. On a longtemps parlé de la légende noire de l'épuration. Les recours contre les auteurs de ces actes d'épuration extrajudiciaire ont rarement abouti. Les femmes tondues n'ont pas été reconnues comme des victimes, et très souvent, les familles des personnes exécutées se sont vues refuser le droit à tout recours, ce qui aboutissait à une amnistie de fait. En 1951, la loi d'amnistie couvre tous les actes commis entre le 10 juin 1940 et le 1er janvier 1946. Soucieux de reprendre rapidement la main et d'éviter une fracture trop importante entre les Français, soucieux aussi de revenir le plus tôt possible à la légalité républicaine, le gouvernement a structuré l'épuration judiciaire dès l'été 1944. Dans toute la France, on réutilise les structures d'internement des Allemands pour y rassembler les personnes arrêtées en attente d'un jugement qui doit avoir lieu une fois la guerre terminée. On estime à environ 40 000 le nombre de personnes internées en mai 1945. Ce sont essentiellement des politiques ou des civils allemands. Les chambres civiques des cours de justice sont chargées de frapper ou non ces accusés d'indignité nationale et donc de les condamner à la dégradation nationale pour une durée plus ou moins longue. Cette peine écarte l'individu de l'exercice de toute fonction au service de l'État. Les cours de justice ont pour charge de juger les personnes dont les actes relèvent du code pénal. Enfin, la haute cour de justice juge les membres du gouvernement, en particulier le maréchal Pétain, du 23 juillet au 15 août 1945, qui est condamné à mort mais voit sa peine commuée en réclusion à perpétuité, et son premier ministre, Pierre Laval, qui est condamné à mort et exécuté en octobre 1945. Au total, l'épuration a eu à traiter plus de 300 000 dossiers, sur lesquels environ 97 000 ont donné lieu à une condamnation.